Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce sprint 17 Readmetrics. C'est le quatrième sprint de l'année. Il en reste trois. Il a commencé le 13 mai et il se termine aujourd'hui le 30 juin. Donc, c'est le dernier sprint avant les vacances. On se retrouvera après en septembre. Et donc, les points clés de ce sprint. On va faire un gros point sur l'authentification. C'est des choses qu'on a déjà évoquées régulièrement. On travaille sur ce sujet depuis assez longtemps. Là, on peut dire que tout ce travail arrive à maturité. Gestion de l'authentification dans EasyMesure. On vise plusieurs objectifs, hein, on cherche à augmenter l'interopérabilité de l'authentification dans EasyMesure. On est aussi dans une démarche d'intégration globale dans le système d'information. Donc, vous savez que même si EasyMesure est relativement indépendant, que c'est de l'open source, on est quand même tributaire de l'environnement dans lequel on est hébergé et dans lequel on évolue. Donc, le système d'information de l'INIS. Donc, on entre au niveau INIS dans une démarche globale d'homologation qui va procéder par étapes. Et donc, la première étape, c'est l'homologation de l'authentification. Je vous présenterai un peu le contexte et puis Tom vous parlera plus précisément des conséquences concrètes qu'il peut y avoir au niveau de la connexion. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Donc là, j'ai mis disparition programmée, c'est-à-dire que le 7 juillet, en fait, on va basculer et vous verrez qu'il y a des petites conséquences au niveau de la connexion au niveau EasyMesure. L'autre point clé important, c'est les actualités, hein. On en parle à chaque sprint, mais là, on est vraiment. Je pensais que c'était bien de le mettre en point clé parce que on est vraiment monté en puissance, monté en charge de tout ce qui est animation de communauté, en particulier suite à la mise à disposition des espaces dédiés. Fred et Léa vont revenir là-dessus. Monter en charge aussi au niveau de la documentation, qui s'étoffe, qui est de plus en plus précise et complète, et puis qui est avec une initiation d'une traduction de cette documentation en anglais, qui est encore pas disponible, mais il y a quand même un travail important qui est fait là-dessus. Et puis aussi les dashboards génériques qu'on vous propose. On est toujours à la recherche d'une meilleure lisibilité de ces dashboards. Donc on est allé voir ailleurs et puis on est allé voir et puis on a essayé de discuter avec vous pour savoir comment on pourrait faire mieux. Et donc là, Fred vous expliquera en fait. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà au courant, mais il vous montrera en fait ce qui va se passer dans les dashboards génériques. Et puis, le troisième point, c'est le travail de fond, l'optimisation, hein. Toujours pareil, on est à la recherche de toujours faire mieux. Et donc, Yannick vous montrera son travail sur, en particulier, l'interface entre EasyParse et EasyMesure, c'est-à-dire le téléversement des données dans EasyMesure. On interagit aussi pas mal pour que, au niveau EasyMesure, on sache ce qui se passe et que vous soyez prévenus aussi des événements. Donc, on fait ça par mail. Sauf que les mails, même si c'est pratique, ça devient vite polluant s'ils sont trop nombreux. Donc, en fait, l'idée, c'est de bien gérer tout ça et d'essayer de faire d'optimiser, donc bien gérer les mails. Léo vous parlera aussi de la consolidation de la production, parce qu'en fait, c'est important que les choses soient bien contrôlées, soient bien en ordre et soient à jour. Il vous parlera de ces mises à jour, de la dernière mise à jour élastique en version compatible avec ce qu'on utilise, donc les versions 7. Et puis aussi le travail qu'on fait sur l'usage des applicatifs qui sont hébergés, en particulier avec les web services TDM. Et puis à la fin, on parlera de l'évolution d'époque, hein, qu'on vous a déjà présenté, mais comme ils ont été plus validés
et on les fait évoluer. Donc on va parler plutôt de version alpha déjà pour OpenAlex Gateway et les GIR avec Tom. Et puis, bon, comme on est en mi-année, je ferai un point sur la ligne de vie pour que vous voyez notre état d'avancement et puis qu'on parle, enfin que j'évoque les repriorisations. Bon, en particulier, donc on avait des choses qui étaient programmées depuis longtemps, qu'on avait repoussées, par exemple les formations en présentiel. Donc là, en fait, Fred et Thomas vous en parleront. Et puis aussi, Thomas parlera aussi d'un travail de fond sur le coût à l'article. C'était des choses qui étaient dans la ligne de vie depuis un certain temps et voilà, dont on va vous parler. Et puis, comme d'habitude, on terminera sur les prochains rendez-vous. Voilà. Et donc, je passe la main, je crois que c'est à Léa Oui, pour l'animation de la communauté. À toi, Léa. merci Dominique et bonjour à tous. Donc moi, pour commencer, comme d'habitude, je vais vous donner des nouvelles de la documentation d'EasyMesure, qui prend la forme d'un guide d'utilisation pour vous accompagner et faciliter l'utilisation de nos outils dans EasyMesure. N'hésitez pas à aller la consulter, donc le lien s'affiche toujours à l'écran. Parmi les différentes mises à jour ou ajouts dans la documentation, nous avons dans déclarer son établissement dans EasyMesure une mise à jour. J'ai une question hors catégorie qui a été ajoutée qui s'intitule Mes filtres basés sur l'ISSN ramènent plus de valeur qu'attendu et masquent un point d'accès. J'ai mis à jour l'article Créer un rapport générique Counter. J'ai également mis à jour la page sur EasyLogger, donc comment exporter vos logs de navigation après un test de consultation d'une ressource avec EasyLogger. Et puis, j'ai également mis à jour le formulaire de demande de création, mise à jour de parseur dans parseur et PKB. Et pour terminer, j'ai mis à jour la liste des tableaux de bord génériques qui sont disponibles, donc des tableaux de bord génériques éditeurs, dont Fred vous parlera un peu plus tard dans la sprint. J'ai finalisé la traduction de la documentation utilisateur en anglais, donc dans le but de le mettre à disposition des utilisateurs anglophones. Elle n'est pas encore disponible en ligne, mais elle le sera très prochainement, puisqu'elle est encore en cours de validation. Donc, l'objectif de cette documentation, c'est de permettre une diffusion de la suite Readmetrics à une communauté internationale. Après la fin de l'enquête GBU, donc Fred et moi, on a effectué des vérifications sur les 222 points d'accès Counter disponibles. On en a on a mis à jour certains points d'accès en Counter 5.1, donc en nous basant sur le registre Counter. Et on a également appliqué bon nombre d'étiquettes. Donc par exemple, les points d'accès qui sont en dehors du registre Counter, eh bien on a appliqué l'étiquette hors registre. Donc à noter qu'il existe d'autres étiquettes, comme par exemple expire ou non conforme, et tous les détails apparaissent dans la documentation d'EasyMesure. Fred et moi, on a également animé une session spéciale sur l'installation et la prise en main d'EasyLogger. Donc c'était le vendredi 19 juin. Effectivement, les traitements des données des plateformes dans EasyParse sont faits par l'équipe EasyTeam et les utilisateurs en établissement. Donc c'est un travail collaboratif et ça inclut des analyses et la création de parseurs. Et l'extension de navigateur qui a été créée par Yannick permet, même si on n'est pas contact technique, de tester le bon fonctionnement du parseur qui a été créé ou mis à jour. Cette session, elle a été mise en place parce qu'il y a eu des modifications dans l'extension, ce qui fait qu'elle est de nouveau mise à disposition des utilisateurs. Et on a également mis à jour la documentation qui s'y rapporte, donc comme je le disais, le formulaire de demande de création ou de mise à jour de parseur. Donc cette session spéciale, elle sera reconduite et on remercie chaleureusement les participants qui ont déjà assisté à cette session. Et je vais maintenant laisser la parole à Fred pour qu'il puisse vous parler du webinaire de présentation de l'espace applicatif Istex. Merci beaucoup, Léa. Vous m'entendez?
En effet, nous avons rejoué, puisque ce webinaire a déjà été présenté l'année dernière, un webinaire pour présenter un des espaces applicatifs que nous mettons à disposition pour les établissements. Il y en a quatre actuellement. Vous avez l'espace thèse.fr, vous avez l'espace ISTEX que on va évoquer pendant ce webinaire. Vous avez aussi BIP CNRS UMR et le dernier, le plus récent, c'était l'espace Click and Read qui est maintenant aussi disponible pour les établissements. Voilà, donc ces nouveaux espaces applicatifs, eh bien, vous savez que ce sont des espaces supplémentaires à vos espaces courants. Dans EasyMesure, vous avez un espace EasyParse et vous avez aussi un espace Counter avec les données moissonnées via le module EasyCounter. Et donc, ces espaces virtuels vous permettent eh bien, d'avoir les données d'usage. Par exemple, ben, si vous avez des UMR dans votre établissement, vous pouvez connaître les usages qui sont faits des UMR. Et pour ISTEX, il s'agit aussi des établissements qui consultent les PDF via l'infrastructure ISTEX. Donc ce webinaire, eh bien, nous l'avions présenté l'année dernière avec l'équipe ISTEX, Mathis et Emeline. Et donc, ça a été reproposé le lundi 29 juin de 14 heures à 15 heures. Il y a eu 36 participants. Et je rappelle que les slides de présentation eh bien, sont disponibles sur le blog dans la partie rendez-vous webinaire. Vous pouvez les télécharger et vous aurez bien sûr tous les liens concernant cette présentation. Donc, ce qui est intéressant pendant ce webinaire, c'est de voir justement eh bien, qu'il y a 159 établissements qui maintenant possèdent cet espace ISTEX applicatif. Et Mathis a présenté le fonctionnement du tableau générique qu'il avait mis à disposition donc depuis les dernières, voilà, avec la possibilité bien sûr de filtrer en dynamique eh bien, tous les usages selon les bouquets ou selon les types d'accès. Alors, Dominique, vous en avez parlé au début de cette présentation de Sprint Review. Il y a pas mal de changements, c'est vrai, avant l'été. Il y a des changements notamment sur les tableaux de bord génériques. Vous savez que les tableaux de bord génériques, tout un concept qui a été mis en place dans EasyMesure depuis de nombreuses années pour vous permettre, selon l'espace auquel vous pouvez accéder, eh bien, d'avoir des tableaux prêts à l'emploi sans avoir besoin de créer des visualisations, sans avoir besoin eh bien, d'avoir une connaissance accrue en Kibana, eh bien, ces tableaux de bord évoluent régulièrement et vont même se tourner un petit peu vers ce qu'on appelle l'internationalisation, oh, je ne vais pas arriver à le dire, l'internationalisation avec justement, on a participé à des webinaires qui nous ont permis de voir un petit peu ce qui se passait à l'étranger. On s'est rendu compte, par exemple, pour les tableaux Counter, qu'il était important d'avoir une vue plus ouverte, plus globale que ce que nous, on présente dans les tableaux, enfin, ce qu'on présentait dans les tableaux actuels Counter 5, eh bien, une vue qui montre toutes les métriques et ça, c'était intéressant de le voir et de le proposer. Mais avant de le proposer à l'ensemble des utilisateurs, il a fallu aussi eh bien, faire des maquettes de ces tableaux et le proposer, par exemple, au groupe GTI, donc le groupe des indicateurs. Et donc, eh bien, on a eu des retours des membres du groupe qui nous ont qui ont été satisfaits de cette nouvelle version. Des tableaux de bord qui se lisent en deux étapes, hein, avec des métriques globales et puis la possibilité aussi d'avoir des métriques phares qui sont souvent utilisées par les collègues. Je prends un exemple, le tableau TR que vous avez l'habitude d'utiliser pour les journaux et pour les books. Eh bien, souvent, vous aviez besoin de voir l'accès au texte intégral en session unique, ce qui n'était pas le cas avant. Et bien là, vous avez maintenant la possibilité de voir à la fois la vue totale sur ce tableau de bord et la vue unique. Ensuite, eh bien, il y avait aussi la possibilité d'avoir des informations complémentaires sur ces tableaux et surtout pour lire ces tableaux de bord, c'est important de bien vous guider dans la lecture de ces tableaux de bord.
C'est pourquoi ben, je remercie beaucoup Muriel, Hélène, Gaïd et aussi Marlène qui nous a donné des conseils, notamment sur le nommage des tableaux de bord pour qu'ils apparaissent en haut du sommaire de vos tableaux de bord grâce à un nouveau nommage qui a été fait sur ces tableaux de bord. Et puis surtout, ces tableaux maintenant passent d'une version, je dirais, unique, une vue unique sur une métrique à une vue globale, all metrics, d'emblée sur ces tableaux de bord. Donc, ces tableaux ont été chargés hier matin par Yannick sur 169 espaces utilisateurs. Donc, on va faire une information, un message pour vous rappeler que ces nouveaux tableaux de bord, donc, qui écrasent hein, les anciens ne sont plus disponibles au profit de ces nouveaux tableaux, ces 4 rapports maîtres. Dans ces tableaux maîtres, il y a aussi un tableau qui figurait dans l'ancienne version qui s'appelait le tableau des accès refusés, qui a été aussi, qui est passé en obsolète et qui n'a pas été renouvelé, puisque maintenant, dans le tableau TR, vous pourrez à la fois voir eh bien, l'ensemble des métriques et dont les métriques des accès refusés automatiquement dans le tableau de bord. Donc, vous recevrez un mail avec le lien vers la documentation qui vous expliquera eh bien, comment accéder à ces tableaux, comment les lire. Voilà, Léa a mis à jour cette documentation pour que justement vous ayez toutes les informations disponibles en temps et en heure. Alors, il y aura un webinaire pour étoffer tout ça qui sera présenté à la rentrée le lundi 21 septembre à 14 heures et on vous invite vivement à y participer si vous souhaitez, eh bien, pendant l'été, vous amuser sur ces nouveaux tableaux de bord et si vous avez des questions d'ici la rentrée, n'hésitez pas à les mettre de côté pour ce webinaire. Alors, on a aussi profité de l'occasion pour mettre à jour les tableaux de bord génériques EasyParse. Alors, ça a été fait un petit peu avant. On les a mis à disposition pour vous permettre eh bien, d'avoir de nouvelles visualisations qui vont être intéressantes pour les contacts documentaires. Léa a évoqué tout à l'heure la mise à jour du formulaire pour permettre d'avoir des demandes de mise à jour de parseur eh bien, vous avez aussi dans ce tableau maintenant générique EasyParse des informations qui vont vous donner justement euh, la date de la dernière mise à jour des plateformes qui a été faite par votre contact technique dans votre établissement. Donc ça, c'est important parce que ça va vous permettre justement de suivre eh bien, toutes les étapes des mises à jour de plateforme que nous communiquons dans le blog via un article qui résume justement toutes ces journées par sœur et donc de voir eh bien, par rapport aux dates de mise à jour de parseur, si vous, par rapport à vos données versées régulièrement, si la date de la mise à jour de vos plateformes a été faite par le contact technique et justement de vous mettre en contact avec lui pour éventuellement demander ces mises à jour. Voilà, donc une version aussi, une visualisation de la version d'EasyParse est importante. Vous savez que le logiciel évolue aussi régulièrement avec des corrections parfois de bugs ou des évolutions dans son installation, c'est important. Donc, eh bien, vous avez aussi la version qui s'affiche dans cette visualisation. Et il faut savoir aussi qu'on en a profité pour mettre à jour aussi les rapports qu'on envoie en PDF où vous pouvez justement voir eh ben, ces informations dans ces rapports qui peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Ça peut vous aider justement à comprendre pourquoi certaines plateformes ne sont pas à jour dans vos rapports. Alors, l'animation de la communauté, c'est vraiment l'une des actions importantes de l'équipe Easy Team. Depuis de nombreuses années, on fait des animations en présentiel dans vos universités. Je dirais avant la période Covid, eh ben, nous sommes pas mal déplacés à Lyon, à Grenoble, je ne sais plus où, encore à Paris. Et donc, on avait Lille. fait Lille. Oui. Et puis, c'était un bon moyen de vous rencontrer. C'était important aussi de pas simplement de faire que des visios ensemble. C'est se rencontrer, discuter, comprendre un petit peu comment vous fonctionnez dans vos établissements. Et donc, eh bien, il y a eu la période Covid. Vous savez que ben, on était obligé de faire que des supports mutualisés. C'est un petit peu, on a rebondi justement avec ces supports mutualisés pour continuer à faire cette animation de communauté et à vous former à nos outils.
eh bien, il s'est avéré que, il y a des demandes d'établissements qui souhaitent que nous venions à votre rencontre encore aujourd'hui. C'était le cas, par exemple, de Média Méditerranée qui nous a invités à Marseille, Thomas et moi. Et donc, eh bien, comme cette possibilité nous était offerte, vu les restrictions budgétaires qu'on a aussi au CNRS, eh bien, on est venu à votre rencontre à Marseille et c'était très, très sympa de rencontrer l'Université de Toulon et les collègues de l'Université de Marseille. Et donc, on a fait une journée formation qui était assez dense, qui était toute une journée entre EasyCounter et les données EasyParse. C'était très intéressant. Et donc, ben, avec Thomas, ça s'est super bien passé. Et je pense que peut-être tu veux compléter par rapport à ce que j'évoque sur cette formation. Bah, juste pour dire que moi, j'ai pas eu le temps d'aller faire un tour en bateau, mais sinon, Voilà. c'était très bien. Ouais. Moi, j'ai eu le temps, c'est vrai. Ah, mais plus sérieusement, c'est des occasions de formation qui sont très riches et très intéressantes pour nous, même en petit comité. C'est-à-dire, les collègues qui nous reçoivent sont pas obligés d'être très nombreux pour justifier ces séquences-là. Ce qui compte, c'est vraiment d'arriver à être en présentiel et de pouvoir à la fois assurer une structure de formation un peu classique, mais aussi d'avoir accès aux collègues, de discuter de points assez particuliers, de prendre le temps, de discuter aussi de la stratégie à moyen et long terme de ces outils et de ce qu'on peut en faire, etc. Enfin, c'est des occasions vraiment très, très riches qu'on arrive à tenir un peu en distanciel, mais pas tout à fait de la même façon. Donc voilà, si vous avez des envies ou des besoins de formation en présentiel dans vos établissements respectifs, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Pour peu qu'on arrive à faire le déplacement, nous, on est très content de pouvoir assurer ces séquences-là. Et le- c'était une sorte de test grandeur nature avec les collègues d'Aix-Marseille qui nous montre que Fred et moi, on est tout à fait prêts à rejouer ces séquences-là à droite, à gauche, quoi. Voilà, je crois que c'est à peu près tout, Fred, si tu veux ajouter encore autre chose. Ben, je voudrais simplement remercier Véronique de Média Méditerranée qui nous a très très bien accueillis et puis Marlène qui a aussi fait beaucoup pour que nous soyons présents à cette formation. Et je vais justement te redonner la parole, Thomas, pour que tu puisses nous parler du coût à l'article et je te laisse développer cette nouvelle possibilité Oui, offerte. merci Fred. Alors, on a travaillé ces dernières semaines à la création de ce qui va devenir une fiche pratique Couperin au sein du GTI. Et sur commande de nos collègues du département des négociations documentaires pour produire une sorte d'algorithme, une notice quoi, de ce que les collègues appellent beaucoup le coût à l'article, mais que on va plutôt appeler le coût à l'accès. Ce coût, il est très simple, hein, je pense que tout le monde le connaît. Et alors, il porte différents noms. Il y a coût au téléchargement, coût à l'article, coût à l'accès. Donc nous, on va plutôt pousser la notion de coût à l'accès qui est la plus proche de ce qu'on calcule réellement avec les données qu'on a à disposition. Ces données, ce sont les données d'usage qu'on prend dans les rapports Counter. Alors, pas n'importe quelle métrique Counter, on va s'intéresser à la métrique qui s'appelle Unique Item Request. Et puis, on va lui appliquer différents filtres. Vous voyez là dans le graphique qu'on a utilisé comme illustration de cette fiche pratique, il y a différents filtres qu'on applique et qui permettent de calculer un coût à l'accès de plus en plus proche de ce qui est le coût réel de l'accès à un article donné par un établissement, c'est-à-dire les usagers dans l'établissement. Donc cette méthode, l'idée qu'on a avec cette méthode, c'est de fournir une sorte de mode d'emploi commun, partagé, qui permettrait à tous les collègues de faire le même calcul pour l'ensemble de leurs ressources et que tout le monde, quand il parle du coût à l'accès, ait une idée un peu précise de ce qui a été calculé, de ce qui a été utilisé pour calculer cette valeur. Donc en fonction de si on prend en compte
le fait qu'on est sur du unique item request plutôt que du total item request, le fait qu'on est sur les accès à des articles qui sont derrière une barrière payante ou qui sont gratuits d'accès sans tenir compte des choses qui sont déjà payées, notamment les articles en open access quand ils ont fait l'objet d'un paiement d'APC. Le fait que c'est des accès qui sont des accès humains et pas des accès TDM. Le fait qu'on a décidé de regarder seulement les articles qui sont parus soit dans l'année courante, soit dans les années de l'abonnement courant. Voilà, donc on peut appliquer différents filtres et pour ça utiliser EasyMeasure, hein, qui est très fort pour appliquer ces filtres. On propose voilà, une méthode explicative. Alors, je vous ai mis seulement l'illustration, pas l'ensemble du texte. Le texte, il va faire 3 4 pages. On est à l'étape de la mise en forme là pour pouvoir diffuser un document qui porte le sceau Couperin, qui aura été validé par les collègues du GTI et par les collègues du bureau Couperin, et puis fourni aux équipes de négociation pour outillage, quoi, pour outiller les négos, et puis aux collègues en établissement par le biais de nos listes de diffusion. Donc tout ça, ça va partir sur les listes dès que la mise en page sera faite. J'en profite pour vous signaler, si vous n'aviez pas déjà eu l'information, et les deux collègues concernés sont là, Hélène et Gaïd ont repris la co-animation du groupe de travail indicateur, le GTI, il y a quelques temps. Donc on leur souhaite la bienvenue et on est très content de pouvoir travailler avec elles. Donc elles ont aussi été très actives dans la création de ce document. Euh, et voilà à peu près ce que je peux en dire. Donc vous aurez des nouvelles de ce support qui s'appellera une fiche pratique. Alors, c'est un nouveau format là, qu'on inaugure chez Couperin avec cette fiche et on espère que d'autres fiches pourront être publiées après ça. Donc voilà, on fera de la communication un peu large vous- et on vous demande si le document vous est utile et qu'il est convaincant, de ne pas hésiter à le diffuser de votre côté dès qu'il sera rendu public. Et je passe la parole à Dominique qui va vous parler du thème du sprint autour de l'authentification. Ouais, ok, merci Thomas. Oui, donc du coup, ce thème, l'authentification, quelques éléments de contexte avant de passer la parole à Tom. Donc en fait, sous forme d'un état des lieux, donc pour ceux qui sont habitués à se connecter sur EasyMeasure, en fait, vous vous souvenez que on ne crée pas des comptes pour vous, hein. On vous demande de vous connecter pour créer des comptes, sachant qu'il y a deux grandes parties dans EasyMeasure, hein, la partie tableau de bord et la partie mon compte. Et pour vous, la première fois où vous devez vous connecter, il faut que vous alliez dans la partie Mon compte. Et puis, via la fédération identité, la fédération éducation recherche de Renater, en fait, on vous crée automatiquement un compte et c'est grâce à ce compte qui est créé et pour lesquels vous recevez en fait un mail que vous êtes reconnu dans EasyMeasure et on peut ensuite vous accorder les droits. Alors la particularité, c'est que il y a deux grandes parties, comme je disais, donc la partie Mon compte et la partie tableau de bord. La partie tableau de bord, c'est ce qui vous intéresse, et la partie tableau de bord, elle se fait via une authentification Kibana. Donc suite à votre première connexion, vous recevez un mail, vous avez un login mot de passe Kibana. Donc après, vous avez possibilité de vous connecter de deux façons différentes, soit en passant par Renater, soit en passant directement par Elastic. Donc, c'est un petit peu désorientant, peut-être un peu au début, hein. Il y a deux authentifications. C'est quelque chose dont on était obligé de faire avec parce qu'on n'avait pas trop d'autres solutions, mais qui fait que, suite aux modifications qu'on envisage là et qu'on a mis en œuvre, on va pouvoir se débarrasser de cette double authentification. Voilà. Donc,
on se retrouve actuellement, on est dans la situation où bah, l'utilisateur qui se connecte à EasyMesure, eh ben, en fait, bah, EasyMesure va gérer à la fois son authentification, va créer un compte utilisateur et puis va attribuer des droits parce que on utilise un outil qui s'appelle Shibboleth, qui est l'outil qui permet de garantir la sécurité de l'applicatif en permettant, via un protocole SAML, de véhiculer des attributs qui permettent via par exemple la Fédération d'identité recherche, de garantir que l'utilisateur, il est bien celui qu'il prétend être. Voilà. Donc, dans cette situation, bah, EasyMesure est lié à Shibboleth et est fortement lié aussi à la Fédération Éducation Recherche. Sauf que bah, EasyMesure, bah, on souhaite le mettre enfin, on souhaite qu'il soit open source et donc qu'il soit potentiellement utilisable dans d'autres contextes que celui de Renater et la Fédération Éducation Recherche. Et donc, on a besoin qu'il soit plus interopérable. Et donc, bah, Shibboleth, c'est un vieux protocole qui est pas facile à paramétrer. Et donc, enfin bon, je pourrais donner la parole à Yannick qui peste à chaque fois que on doit toucher au paramétrage Shibboleth. Mais en fait, c'était souhaitable de pouvoir faire sans Shibboleth, au niveau EasyMesure en tout cas. Donc, ce qu'on vise, donc du coup, c'est de ne plus utiliser Shibboleth, de rendre EasyMesure plus interopérable. Et pour ça, donc, on va déléguer la gestion des utilisateurs à un autre outil. Et cet outil s'appelle Keycloak. Keycloak permet de gérer les utilisateurs et sa particularité, c'est que il sait parler un protocole qui est plus ouvert, donc OIDC, qui est plus récent et qui est plus interopérable. Ça, on peut pas le faire tout seul aussi. Comme je l'évoquais au début d'intervention, on est quand même tributaire de l'infrastructure sur laquelle on est hébergé. Et tout ce qui est authentification, sécurité, etc., il faut être de plus en plus contrôlé, de plus en plus apte à réagir très vite en cas de faille de sécurité. Et donc, du coup, on fait ça en collaboration avec le CISI, hein, ici au niveau de la production, et en particulier Maxence qui a mis en place Keycloak. Donc, on le remercie, on a beaucoup interagi avec eux. Et donc, Keycloak, lui, il sait parler en OIDC, mais par contre, il faut qu'on puisse quand même continuer à parler à la Fédération Éducation Recherche. Et donc, du coup, il faut qu'on puisse continuer à utiliser le protocole SAML. Et pour ça, on a besoin d'un autre outil qui s'appelle Satosa, et lui qui est un proxy de protocole d'authentification, et donc qui sait transformer l'OIDC en SAML pour pouvoir continuer à parler à Renater. Donc voilà. Et donc du coup, ce que je disais aussi, c'est que ça s'intègre dans une politique un peu plus globale des services au niveau INIST, hein, puisqu'on opère, il n'y a pas que le EasyMesure qui est opéré à l'INIST, il y a aussi ISTEX, DMPO PIDOR, etc. Et donc l'idée, c'est que il y ait un outil au niveau INIST, des services INIST, donc qui serait Keycloak, et qui permet de gérer en fait les utilisateurs. Donc les applications délèguent cette gestion d'utilisateur à cet outil. Et par contre, les applicatifs continuent à gérer les droits. Voilà. Et donc, du coup, on s'intègre dans un cadre un peu plus global qui permet d'envisager un accès un peu unifié des services pour l'utilisateur. Donc, c'est pas encore le cas, mais c'est la cible qu'on vise. Euh, voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et là, je passe la main à Tom qui va rentrer un peu plus dans les détails puisque vous allez avoir des changements d'écran qui vont apparaître à partir du 7, juillet. Voilà, Tom, à toi la main. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme Dominique l'a, en a longuement parlé, il va y avoir pas mal de changements sur vos écrans directement, puisque bientôt, lorsque vous allez cliquer sur les boutons tableau de bord ou mon compte dans EasyMesure, vous allez être redirigé vers une page de connexion où il y aura deux boutons, un pour vous connecter avec un identifiant mot de passe et un
pour vous connecter via la Fédération Éducation Recherche. Et à partir de là, vous pourrez accéder à vos tableaux de bord et à votre compte EasyMesure et donc, par exemple, renseigner les identifiants counter, etc., etc., de manière fluide, flawless, comme on pourrait dire, puisque ça ne demandera plus de reconnexion pour passer de l'un à l'autre. C'est pas la seule nouvelle fonctionnalité que cette refonte de l'authentification apporte. Puisque, bah, par exemple, on n'a plus du tout besoin de mot de passe lorsqu'on se connecte avec la fédération. Actuellement, on a quand même besoin d'un mot de passe Kibana pour pouvoir accéder au tableau de bord. Ça va disparaître. Et ça fait disparaître aussi toute la gestion des mots de passe dans EasyMesure. Donc, le fameux formulaire de changement de mot de passe dans mon profil n'existera plus. Mais on pourra toujours changer le mot de passe, bien évidemment. On a un bouton qui va apparaître qui s'appelle Accéder aux paramètres du profil, qui nous redirige vers Keycloak. Et de là, on va pouvoir modifier notre mot de passe directement depuis Keycloak. On a aussi une autre fonctionnalité qui est un petit peu plus spécifique, qui est la possibilité d'ouvrir un compte unique pour accéder à la fois à EasyMesure et à sa version de pré-production. On a pu organiser à plusieurs occasions des tests sur la version de pré-production d'EasyMesure, qui est une version où on va faire des tests, que ce soit de nouvelles fonctionnalités, ou des tests de chargement, ou des tests de tableau de bord. Et jusqu'alors, il fallait avoir des identifiants spécifiques à la version de production, donc c'est celle que vous utilisez tous les jours, et sa version de pré-production. La refonte de l'authentification va retirer cette barrière et faire qu'on va avoir un compte et donc une authentification unique pour les deux. Ça ouvre aussi beaucoup de possibilités puisque, comme on en a déjà parlé avec Dominique, mais ça ouvre la possibilité à d'autres environnements que celui de l'ESR français, puisque l'OIDC est un standard aujourd'hui et n'est pas lié spécifiquement à la Fédération Éducation Recherche, pardon. Et ça va nous permettre aussi, on a parlé d'un compte unique pour toutes les applis NIS dans un futur possible. Mais ce qui est probable aussi, c'est que si on arrive avec de nouvelles applications dans la suite Readmetrics, on est encore une fois un seul compte unique, et donc une seule authentification pour se connecter à toutes ces applications. Donc ça change beaucoup de choses pour nous, ça change beaucoup de choses pour vous, et on a décidé de mettre en place toute cette nouvelle authentification le 7 juillet 2026, avec un webinaire spécial organisé le 9 juillet à 11 heures pour vous montrer comment se connecter, qu'est-ce qui change, etc., répondre aussi à vos questions, et avoir aussi la doc qui sera publiée le 7 juillet 2026 en même temps que la mise en production pour bien vous accompagner dans tous ces changements. Pour reprendre et insister un peu plus, on va reprendre les deux cas d'usage quand on se connecte à EasyMesure. On a le premier cas où on se connecte avec la fédération d'identité, où donc là qu'on appuie sur tableau de bord ou mon compte, on arrive sur la page de Keycloak, on clique sur le bouton Fédération Éducation Recherche et on arrive sur la page de Renater. Ça se passe à peu près de la même façon après et on revient sur EasyMesure, on est connecté, on peut accéder à nos tableaux de bord. Dans l'autre cas, on se connecte avec un mot de passe, auquel cas on va cliquer aussi sur mon compte ou tableau de bord à la slide suivante. Et juste, on va rentrer notre email ou notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Et en cliquant sur le gros bouton bleu, on sera connecté, on pourra accéder à nos tableaux de bord. On rappelle que l'utilisation d'un gestionnaire de mot de passe est fortement recommandée. Par exemple, KeePassXC, mais il y en a plein. C'est à vous de décider lequel vous plaît le plus et d'éviter de stocker les mots de passe en clair ou sur des post-it à côté de votre ordinateur pour des raisons de sécurité. Pour conclure et rappeler, cette nouvelle authentification sera mise en place le 7 juillet 2026 à 10 heures environ. Et un webinaire spécial est organisé le 9 juillet 2026 à 11 heures. Lorsque vous le connectez avec la Fédération d'identité éducation recherche pour la première fois, un message vous demandant de confirmer vos informations sera affiché, comme on a sur la droite de la slide. Et en cliquant sur Add to Existing Account, un mail de confirmation vous sera envoyé. Vous cliquez sur le lien présent dans le mail et vous serez connecté à EasyMesure et Kibana et vous n'aurez plus besoin de refaire ça et de potentiellement review votre profile, donc de vérifier que les informations sont bonnes côté Keycloak.
Si vous vous connectez avec un mot de passe, donc par exemple si votre établissement est en dehors de la fédération d'identité, à la slide suivante, un mail vous sera envoyé le 7 juillet 2026 vous demandant de réinitialiser votre mot de passe. Auquel cas, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page similaire à ce qui est à droite de la slide, et vous tapez votre nouveau mot de passe que vous pouvez sauvegarder dans un gestionnaire de mot de passe. Et en cliquant sur le gros bouton bleu, vous serez connecté à EasyMesure et vous pourrez vous connecter les fois d'après avec ce mot de passe-là. Si vous remarquez des anomalies, des erreurs, des droits manquants, des problèmes, n'hésitez surtout pas à nous contacter à l'adresse habituelle easyteam@couperin.org ou via le formulaire de contact d'EasyMesure. On se fera un plaisir de vous aider le mieux possible. Et je passe la main à Yannick qui va nous parler d'EasyMesure, mais différemment. Donc oui, on continue avec une mise à jour de la commande EZM qui est passée en version 3.1.0 donc dernièrement et qui est motivée par une observation. C'est-à-dire qu'on a observé dernièrement une hausse des échecs de chargement dans EasyMesure, notamment à cause de problèmes d'environnement, c'est-à-dire notamment des instabilités réseau ou alors des établissements qui ont mis à jour leur proxy et qui a causé des instabilités. Ça peut être des coupures en cours de chargement, voire parfois des requêtes qui n'arrivent même pas jusqu'à EasyMesure. Et donc cette nouvelle version apporte des changements qui vont surtout faciliter les reprises. Alors pour détailler un peu, il y a naturellement des mises à jour de sécurité là-dedans, des quelques mises à jour de bugs mineurs, et surtout au niveau des chargements, on a maintenant la possibilité de forcer l'envoi des fichiers qui sont déjà chargés, comme c'est déjà le cas dans la commande ZP, par exemple, quand on veut recharger retraiter des traitements, des fichiers EasyParse qui ont déjà été traités, on peut mettre une option pour lui dire de le forcer. Bah, maintenant, on peut faire la même chose avec EasyMesure. Donc forcer l'envoi de fichiers qui ont déjà été envoyés sur EasyMesure et donc pour lesquels on a déjà un rapport d'envoi. D'un point de vue purement esthétique, on a aussi maintenant l'affichage du temps restant estimé, donc le temps restant pour l'envoi du fichier. Mais le plus important, c'est surtout la reprise d'erreur, pardon, la reprise en cas d'erreur. C'est-à-dire que maintenant, la commande de chargement, en cas d'échec d'envoi du fichier à EasyMesure, elle va retenter le chargement 3 fois par défaut, mais c'est configurable. Parce que jusqu'ici, le souci, c'est que ces fenêtres font un bruit pas possible. Le truc, c'est que jusqu'ici, les reprises n'étaient pas gérées par la commande, ce qui fait que ça nécessitait de scripter ça par-dessus la commande. Le problème, c'est que tous les établissements n'ont pas forcément le temps ou les moyens humains pour pour s'occuper de scripts qui s'occupent de ça à sa place. Donc ça devrait beaucoup vous faciliter les reprises en cas d'erreur. Donc pour ceux d'entre vous qui utilisent la commande qui est intégrée à leur instance d'EasyParse, vous pouvez juste mettre à jour votre instance d'EasyParse en version 3.12.0, qui est donc la dernière version d'EasyParse. Et donc ça embarque directement la version de ZM et donc les améliorations dont je viens de parler. Et si jamais vous êtes contact documentaire et que vous vous demandez où en est votre version d'EasyParse, je vous invite à aller jeter un œil à vos tableaux de bord parce on a publié une nouvelle version des tableaux de bord qui affiche justement la version d'EasyParse qui a été utilisée pour vos traitements. Donc comme ça, vous saurez directement si vos téléversements profitent de ces changements. Et donc ensuite, on va passer à autre chose, mais qui est cette fois-ci plus orienté pour les administrateurs d'EasyMesure. Donc on passe au travail de fond. Donc pour information, pour des raisons de suivi, les administrateurs reçoivent une copie des notifications que vous recevez d'EasyMesure. Alors, typiquement, vous recevez un mail pour vous dire bienvenue dans EasyMesure. On reçoit une copie, comme ça, on est au courant que vous avez bien reçu la notif et on sait ce qui se passe. Donc c'est assez pratique pour nous parce que du coup, ça nous permet de suivre. Mais le truc, c'est que autant dans les jeunes années d'EasyMesure, c'était tout à fait gérable parce on n'avait pas tant d'utilisateurs que ça. Mais depuis que notre base d'utilisateurs s'est considérablement élargie, il se trouve qu'on reçoit bien plus de mails qu'avant. Et ça demande beaucoup d'efforts de rationalisation. C'est ce que Dominique disait en début de sprint.
Et en plus, il se trouve que ce comportement va bientôt s'amplifier parce que pour des questions d'internationalisation, notamment en vue d'un déploiement potentiel à l'étranger, bientôt vous ne recevrez plus des mails groupés, mais vous recevrez des mails individuels qui pourront être soit en français, soit en anglais, selon votre langue. Donc, on a décidé de changer de méthode. Donc l'idée maintenant, ça va être de recevoir, enfin, au lieu de recevoir une copie de tous les mails qui sortent, euh, et donc de se faire littéralement spammer, les admins vont recevoir de manière régulière mais plus espacée un mail qui fera le résumé de ce qui s'est passé dans une période de temps donnée. Genre, par exemple, toutes les heures, on recevra un mail qui dit, bonjour, il s'est passé, enfin, il y a eu tant d'envois de mails dans l'heure qui a suivi. L'avantage aussi de ça, c'est qu'on va pouvoir aussi être notifié des mails qui ne s'envoient pas, ce qui est quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir jusqu'ici, en tout cas moins facilement. Donc ça va nous permettre de limiter grandement l'envoi des mails qu'on va recevoir. Donc ça va nous faciliter énormément notre organisation interne, tout en nous permettant de savoir quand même ce qui se passe dans la vie courante d'Easy Mesure. Ce qui va être un grand plus pour notre organisation interne. Et c'est tout. Et je passe la main du coup maintenant à Léo. Oui, alors bonjour à tous. Donc là, on va continuer de parler sur des parties un peu plus techniques. Donc, durant ces sprints, on a souhaité mesurer l'usage de deux plateformes qui sont opéralinistes. Donc, la première qui est Panist, donc qui est une plateforme qui permet de sauvegarder dans une archive les abonnements courants. Donc, c'est ce qui vient en complément d'Istex. Mais également d'Istex TDM, donc qui est un ensemble de services ou d'API qui sont proposés autour de la base d'Istex. Et donc ces services, ils sont mis à disposition sous forme d'un catalogue. On peut retrouver par exemple des services qui proposent la réalisation de résumés automatiques sur un corpus, ou encore la détection de résumés générés par IA, ou pourquoi pas la détection d'articles rétractés. Alors d'abord, pour Panist, il faut savoir que cette plateforme, elle partage la même base de code qu'Istex, donc ça simplifie beaucoup la mise en place de la mesure d'usage, puisqu'on peut reprendre la même configuration que celle d'Istex. La seule différence, ça va résider dans l'authentification. Les deux plateformes demandent une authentification, mais Panist a une audience qui est un peu plus grande, puisqu'elle utilise en plus des identifiants Couperin. Donc c'est des codes à 3 caractères qui sont attribués aux membres du consortium Couperin pour accéder aux ressources électroniques. Et donc on est en train de travailler pour adapter ce point et identifier précisément quel établissement consulte Panist. Et donc on a pu voir aussi au cours de ces sprints que l'authentification, c'est vraiment un sujet qui est très important. Donc pour Istex CDM, l'objectif ici, c'est pas de mesurer la consultation de ressources, parce qu'en fait, Istex CDM, c'est pas un service qui propose de consulter des ressources. Mais l'idée, c'est de mesurer l'usage de chaque service. L'objectif étant d'identifier ceux qui sont les plus sollicités et par quels établissements. Donc à ce jour, on arrive à mesurer l'usage de chaque service, mais l'identification des établissements qui les utilisent, ça reste encore en cours. Donc on pense adopter la même méthode qu'on utilise pour Istex, c'est-à-dire utiliser l'analyse des adresses IP pour déterminer quel établissement utilise quel service. Donc là, on peut passer à la prochaine slide, donc qui est une slide sur les mises à jour de plusieurs de nos outils. Donc, on a mis à jour un certain nombre de nos applications internes, donc que ce soit au niveau des fonctionnalités, de l'infrastructure ou du déploiement du service. Donc, on va commencer par Easyon Paywall. Donc, je rappelle un de ses fonctionnements principaux. Chaque jour, Easyon Paywall va télécharger un fichier de mise à jour pour actualiser le miroir. Donc, les données, elles sont insérées dans un cluster Elasticsearch et pendant cette insertion, ça arrivait que de temps en temps, on ait des timeouts dans l'insertion de ces données, ce qui faisait échouer la mise à jour. Donc un deuxième projet, donc pour le traitement EasyParse EasyMesure, donc les plateformes la mesure d'usage des plateformes qu'on opère à l'INIST, on avait le même problème. Lors des insertions des événements de consultation dans EasyMesure, donc dans son cluster Elasticsearch, ça arrivait qu'on avait également un timeout qui bloquait le traitement. Et donc toutes les données n'étaient pas insérées. Et donc c'est pour ça que j'ai mis en place, pour ces deux applications-là, un mécanisme de reprise automatique. En cas d'erreur, le programme va relancer le traitement jusqu'à 5 tentatives sans intervention humaine. Et donc on peut voir une grande similitude sur ce qui a été présenté par Yannick juste avant pour la commande de ZMA. Mais dans ce cas-là, c'est dans un autre cas d'usage. Et donc c'est une pratique qu'on va généraliser de plus en plus, l'objectif étant de moins intervenir manuellement. Donc voilà pour tout ce qui est nouvelles fonctionnalités qu'on a développées. Maintenant, on va passer aux mises à jour d'infrastructures.
Donc on a monté la version du cluster EasyMeta. Donc c'est le cluster qui contient les données d'EasyNPWall et de ReadLinks. Donc ce cluster EasyMeta, on l'a passé en version 7.17.29, à savoir la dernière version de la 7. L'objectif, c'est de se préparer à monter en version majeure, puisqu'Elasticsearch, actuellement, la dernière version, c'est la 9. L'objectif, c'est de monter en 8, puis en 9. Et l'objectif de ça aussi, c'est d'avoir une première expérience sur cette montée en version. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire la même chose sur EasyMeasure. On puisse mettre à jour Elasticsearch et Kibana. Donc voilà pour tout ce qui était mise à jour de l'infrastructure. On va passer maintenant à la partie déploiement de deux applications de pré-production. Donc on en a déployé deux, à savoir Readholdings. Donc en une phrase, c'est une application qui permet de stocker et visualiser les données d'EBSCO qui fournissent les différents documentaires du portail BIP CNRS. Donc c'est un outil qui est utilisé par notre service négociation à l'INIST. Et on a un deuxième outil qui est OpenAlex Gateway, donc qui est une application de contrôle d'accès de l'API Premium à OpenAlex au sein de l'INIST. Et donc pour ces deux applications, donc si vous voulez plus de détails pour savoir ce que c'est, là j'ai rapidement expliqué en une phrase, je vous ai mis des liens sur les bons timecodes, on en a déjà présenté en sprint review. Et donc pour Readholdings, c'est une application interne qui est arrivée à maturité. Donc au début, on était surtout sur la machine de déploiement et ça suffisait jusqu'ici. Mais vu que le service de négociation a pour objectif de brancher un outil, de fournir un nouveau service en ligne, de brancher un Lodex par exemple, eh ben, on va poursuivre cette procédure de mise en production pour contrôler et stabiliser le déploiement. Et donc pour OpenAlex Gateway, c'est pareil, enfin presque pareil. C'est suite à la validation d'un POC et le fait qu'on puisse vouloir ouvrir un nouveau service, donc on poursuit également cette procédure de mise en production. Et donc je vais laisser la parole à l'avant-dernière slide pour Tom. Effectivement, je vais rapidement vous reparler du Global Item Report, puisque à la sprint dernière, on en avait longuement parlé. Le travail est toujours en cours, doucement mais sûrement, notamment vers une intégration à EasyCounter et EasyMeasure. Donc nos objectifs actuellement au niveau du Global Item Report, c'est de faire communiquer le POC à EasyCounter et EasyMeasure afin qu'il s'intègre correctement. S'assurer que ce Global Item Report, le moissonnage de cet Global Item Report, est à iso-fonctionnalité avec le reste du moissonnage et développer les outils pour pouvoir administrer et surveiller facilement ce moissonnage qui peut prendre énormément de temps et qui est quand même assez lourd. On avance, mais on assure nos arrières malgré tout, puisque tout au long du développement, il y a des tests unitaires qui ont été développés et il y a un total d'environ 560 tests unitaires à l'heure où je vous parle et qui passent tous bien évidemment. Et je passe la parole à Dominique qui va nous parler de la ligne de vie. Oui. Oui, merci Tom. Oui, pour parler de la ligne de vie, pour parler en fait, pour vous situer un peu où on en est. Donc, comme je disais, on a fait 4 sprints, il nous en reste 3 pour l'année. On retrouve la majorité des choses qu'on a évoquées, hein. On entre dans la période des vacances et au cours de cette période, on en profite généralement pour faire les choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire. Habituellement, donc la mise à jour de sécurité, la réduction de la dette technique. Il y a un point dont on sait qu'il faut qu'on le prenne à bras le corps, c'est une mise à jour de version élastique, hein, Léo l'a évoqué, donc qu'on anticipe en fait, on anticipe tout ça. Et bon, des points qui nous prennent quand même pas mal de temps, mais en travail de fond. Donc en fait là, aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'authentification. Ce changement dans l'authentification, c'est parce qu'en fait, on collabore à l'international. Enfin, on a la volonté de collaborer à l'international. En particulier, on l'a déjà évoqué, on a un partenariat en cours avec le consortium suisse, PFL, Université de Genève, SLSP, qui est le consortium suisse. Donc là, on termine la phase 1
qui est en fait orienté sur de bien identifier quels sont les besoins pour ce consortium et donc, on anticipe ces besoins de la manière à pouvoir diffuser EasyMesure et ne pas devoir forquer au niveau EasyMesure. C'est-à-dire que si on veut produire une version EasyMesure pour les Suisses, hein, on a déployé une instance ReadMetrics pour les Suisses, là, qui n'est pas encore, qu'on n'a encore pas livré, mais de manière à ne pas forquer, donc avoir toujours la même base de code identique, quel que soit l'EasyMesure qui est déployé, donc l'EasyMesure que vous connaissez ou un EasyMesure qui serait plus orienté consortium suisse. Eh bien, il y a ce travail de fond sur l'authentification qu'on vient de réaliser. Donc on va entamer la deuxième partie donc de ce partenariat qui se terminera en fin d'année. Il y a aussi des besoins qui émergent, hein, qui sont, qui sont repriorisés, c'est-à-dire que typiquement, eh ben, les histoires de coûts à l'usage qui ont été évoqués par Thomas, mais qui restent pour l'instant sur le papier. On réfléchit à pouvoir voir comment on pourrait les traiter avec EasyMesure. Donc, soit sous forme d'intégration à EasyMesure, soit sous forme de permettre d'exporter les données qui sont dans EasyMesure pour pouvoir calculer ces coûts à l'usage avec un autre outil. Voilà. Autre gros point, en fait, c'est ces histoires de POC hein, qui ont été validées et qui sont en version alpha, hein, comme l'a évoqué un peu Léo et puis Tom avec le POC GIR et puis OpenAlex Gateway qui, je pense, vont avoir une qui peuvent avoir un grand intérêt au niveau INIST et au niveau même peut-être CNRS. Voilà, donc là vous voyez les points. On a aussi un peu retardé la mise à disposition d'un espace filtré sur les usages panistes, mais c'est quelque chose aussi qui va venir. Voilà. Donc la ligne de vie, donc ce qui montre qu'on a vraiment beaucoup de choses et que en fait c'est compliqué de prioriser parce que tout est important, mais bon on réussit quand même à bien avancer et je remercie l'équipe pour ça parce qu'en fait ils sont très dynamiques. Voilà. Et donc je passe la main à Fred qui va terminer cette revue qui a été assez longue, mais pour l'instant on est encore dans les temps. Merci Dom. Il me reste une minute pour finir, pour vous parler de la prochaine sprint review qui aura lieu donc à la rentrée le 17 septembre, le jeudi 17 septembre 2026 de 11 heures à midi, toujours en distanciel. Vous pouvez revoir les replays des anciennes sprint review sur notre blog au rendez-vous agenda sprint review. La SR17 sera en ligne très bientôt. Pour les supports mutualisés, il nous en reste deux avant les grandes vacances, le vendredi 3 juillet de 10 heures à 11h30 sur la personnalisation des tableaux de bord génériques. En ce moment, nous avons un groupe de nouveaux utilisateurs, c'est très intéressant de connaître un petit peu leurs besoins au niveau des tableaux de bord. C'était l'occasion aussi de leur présenter ces nouveaux tableaux que vous avez vus aussi pendant la sprint review. Le vendredi 10 juillet, il y aura une lecture moins technique, mais plus sur les données Counter, lecture des tableaux Counter 5.1 pour les 4 rapports maîtres disponibles dans EasyMesure. Et puis, bien sûr, Léa et moi, on commencera à prévoir le calendrier de la rentrée avec les nouveaux rendez-vous en support mutualisé. Alors, ce n'est pas annoncé en slide, mais Thomas vous a parlé tout à l'heure du groupe GTI avec nos collègues Gaïd et Hélène qui maintenant donc animent ce groupe. Eh bien, il y a un prochain rendez-vous GTI qui aura lieu le jeudi 9 juillet à 14 heures en distanciel. Pour les webinaires, il en reste trois prévus au début de l'été et à la rentrée. Le 6 juillet, ça va être la suite des espaces applicatifs après Istex. On va rejouer le webinaire BIPSEN RSUMR qui avait été présenté en début d'année. Et pour cela, on aura l'équipe portail et négociation qui aussi participera à ce webinaire.
Le 9 juillet, Tom vous en a parlé, il y aura la présentation de la nouvelle authentification dans EasyMesure. Ce sera animé aussi par Yannick et Tom, donc eh bien, de 11h à 11h30 pour vous montrer comment vous connecter eh bien, dans EasyMesure. Et puis, pour la rentrée, eh bien, comme je le disais aussi, eh bien, le lundi 14 septembre, ce sera un webinaire pour présenter eh bien, un autre espace applicatif, Click and Read. Et là aussi, il y aura la participation de Laureline et Dolores de l'équipe Portail pour présenter ce tableau de bord. Ce sera la deuxième présentation aussi de ce webinaire. Et toute l'équipe Readmetrics vous souhaite de bonnes vacances.